Not since the 7-year itch, so much Maryland. Qui ne connaît pas Hollywood et ses films mythiques réalisés par de très célèbres studios de production comme Die Hard, Pirates des Caraïbes, Autant n'emporte le vent ou encore Jurassic Park. Des gros budgets, des grands acteurs bankable, un large public visé par un marketing important, bref, du cinéma de grand spectacle. Cependant, certains cinéastes n'acceptent pas le système formaté d'Hollywood, et des films, avec des styles et des systèmes de production bien différents, apparaissent pour former un nouveau cinéma, le cinéma indépendant américain. Le cinéma indépendant américain n'est ni un genre, ni un courant, mais une alternative aux grands studios américains. Le définir n'est pas chose facile. C'est avant tout un cinéma en marge des gros studios de production hollywoodiens. Ainsi, la notion de production indépendante a toujours existé à Hollywood. Le terme indépendant désigne une société de production, généralement de petite importance, qui ne possède ni réseau de distribution, ni salle, ni, sauf exception, de studio. Voici un aperçu chronologique et thématique du cinéma indépendant américain, de sa philosophie de création et de son évolution des années 60 à aujourd'hui. Hasta la vista, baby. Si dans les années 1930, Hollywood est en plein âge d'or, à partir des années 1950, la fréquentation des salles diminue de façon importante et les spectateurs se tournent vers une nouvelle technologie, la télévision. Celle-ci va évincer la radio et le cinéma pour s'imposer comme la forme de divertissement populaire standard. Pour la télévision, on produit des téléfilms moins ambitieux que les films du cinéma hollywoodien. Les chaînes de télévision cèdent à la facilité dans la diffusion des programmes au détriment de la qualité et ne reflètent qu'une image erronée de la société. Johnny. Mais en 1959, un acteur de télévision devenu célèbre après son interprétation d'un chef de gang dans Crime in the Street de Don Siegel va changer la donne en réalisant un film qui amorce un nouvel élan dans le paysage cinématographique américain. Il s'agit de John Cassavetes et de son film Shadows qu'il finance personnellement et avec l'aide d'une troupe de théâtre amateur. Shadows mettra du temps à trouver son public car il s'agit surtout d'un travail expérimental pour les réalisateurs. Aucune distribution commerciale n'est envisagée. Le film est tout de même projeté au cinéma Le Paris à New York. En dépit d'une mauvaise critique, l'événement est relayé par la revue new-yorkaise Film Culture, dirigée par Jonas Mekas, critique et réalisateur indépendant qui s'enthousiasme pour le film. Mekas loue les talents d'improvisation des acteurs et des musiciens, mais aussi le travail créatif et la spontanéité de chacun des membres du film. Al told me a story yesterday about Bird. Un prix du cinéma indépendant sera alors créé par Film Culture et décerné pour la première fois en janvier 1959 à John Cassavetes pour Shadows. Cassavetes sera dès lors l'instigateur d'un mouvement en opposition à l'industrie hollywoodienne. L'année suivante, le deuxième prix du cinéma indépendant sera décerné à Pull My Daisy, un film réalisé par le photographe Robert Frank en collaboration avec le peintre Albert Leslie et Jack Kerouac. Comme pour Shadows, Mekas dira de ce film « Il respire une immédiateté dont le cinéma d'aujourd'hui a un besoin vital s'il veut être un art vivant et contemporain. C'est le plus vivant et le plus vrai des films. » Ces films vont être à l'origine du New American Cinema Group, une organisation libre et ouverte constituée de 26 signataires, la plupart étant des cinéastes que Mekas n'avait cessé de soutenir, ainsi que de jeunes cinéastes en train de tourner leur premier film. Ces cinéastes vont élaborer un manifeste dont la perspective est internationale, ouverte et généreuse. Il constitue la révolte contre le cinéma officiel et n'est pas tant guidé par des considérations techniques, économiques ou même esthétiques que par des raisons morales. Ils veulent construire le nouveau cinéma américain, mais aussi un nouvel homme. Nous sommes pour l'art, mais pas aux dépens de la vie. Une esthétique découle néanmoins de cette volonté humaniste. Nous ne voulons pas de films faux, bien faits, roublards. Nous les préférons rudes, mal faits, mais vivants. Nous ne voulons pas de films roses, nous les voulons de la couleur du sang.
Ce mouvement se place ainsi directement en opposition au cinéma hollywoodien. En effet, depuis 1934, Hollywood est régi par un code de production cinématographique qui instaure une éthique aux productions de films parlants et muets, le code Hays. Du nom de ce créateur, le sénateur William Hays, ce code a pour but de contrer la censure d'une Amérique puritaine, choquée par l'érotisme et la violence de certains spectacles. C'est une auto-réglementation de l'industrie du cinéma américain afin de décourager les tentatives de censure officielle. Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. La sympathie du spectateur ne doit jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Seuls des standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présentés. La loi naturelle ou humaine ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent. Les majors cèdent et acceptent rapidement le code afin d'enrayer ce mouvement de censure qui affecte le box-office national. De plus, à Hollywood, les réalisateurs sont tenus de respecter une grammaire audiovisuelle de rigueur. La mise en scène est centrée sur les comédiens, les plans sont lisibles, le montage adouci, les intrigues sont rigoureusement structurées et pleines de rebondissements. Les films sont des produits uniformisés visant à toucher un large public. Le souci d'intelligibilité et la psychologisation des personnages sous-tendent le film hollywoodien. L'empathie et l'identification aux personnages principaux créent une proximité avec le spectateur à laquelle il ne faut pas déroger. Beaucoup de films du vieil Hollywood se déroulent dans un monde idéalisé et plaisent à un public en quête de divertissement qui ne souhaite pas être confronté à une quelconque réalité sociale ou politique déplaisante. Ce sont toutes ces normes dominantes imposées par Hollywood que les cinéastes du New American Cinema Group veulent contrer. Ils vont réinventer, voire détourner les codes cinématographiques hollywoodiens. Petit à petit, c'est un véritable laboratoire d'expression qui se construit en parallèle d'Hollywood. Dans les années 1960, des œuvres à petit budget, tournées en décor naturel avec des comédiens inconnus, apparaissent soudainement. On tourne en extérieur grâce à des caméras plus légères et des pellicules plus sensibles à la lumière du jour. Un style quasi documentaire en lumière naturelle et sans éclairage supplémentaire se développe. On autorise la subjectivité des regards. Les thèmes traités sont originaux et proposent une vision plus réaliste de la société. On n'est plus dans un monde idyllique, les protagonistes ne sont plus systématiquement montrés en héros afin d'inciter le spectateur à prendre du recul, de juger leur action et d'analyser leurs motivations profondes. Les réalisateurs se sentent concernés par les sujets de société et évoquent les mouvements sociaux de 1968. Ils mettent en scène les rébellions de la jeunesse pour la libération de la société, contre les structures sociopolitiques engourdies ou encore en rapport avec la guerre du Vietnam. Ce sont désormais les cinéastes qui choisissent leurs collaborateurs et n'hésitent pas à porter également la casquette de scénariste voire d'acteur. Les réalisateurs ne sont plus des simples techniciens au service des majors, mais de véritables auteurs. La caractéristique commune de ces cinéastes est qu'ils se retrouvèrent très rapidement isolés. D'ailleurs, on ne parlait pas encore de cinéma indépendant, mais plutôt de cinéma underground ou de cinéma new-yorkais. Les réalisateurs ne sont plus de simples techniciens au service des majors, mais deviennent, à l'instar des créateurs de la nouvelle vague française, de véritables auteurs. Cependant, cette nouvelle vague new-yorkaise provoque un appel d'air dans le cinéma national et va toucher les réalisateurs au sein même des grands studios. Ils vont prendre le pouvoir et traiter eux aussi de thèmes jusqu'alors tabous, comme la violence, dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. La corruption des pouvoirs politiques, la guerre, comme dans MASH de Robert Altman. Ou encore le massacre des Indiens, ou la sexualité comme dans The Graduate de Mike Nichols. C'est un nouvel Hollywood qui va émerger sous l'influence du cinéma underground mais aussi du néo-réalisme italien, de la modernité européenne et de la nouvelle vague française. Le rejet de la mythologie hollywoodienne sera au cœur des productions de l'époque, et les grands classiques comme le western ou le film noir vont être renouvelés voire déconstruits. Cette courte période va aussi permettre à de nouveaux talents d'être révélés, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou encore Brian De Palma. Le cinéma underground va ainsi avoir une certaine influence sur les studios et donner une nouvelle impulsion au cinéma américain.
Ce mouvement, qui demeurera marginal jusqu'aux années 80, va, grâce à une génération de nouveaux auteurs, sortir de son ghetto. C'est ainsi que du cinéma underground va naître ce que l'on aime aujourd'hui, le cinéma indépendant. En 1977, David Lynch signe son premier long-métrage Eraserhead, qui pose les bases de son univers très particulier, oscillant entre onirisme et cauchemar. Il réalise ce film avec un budget estimé à $100 000 dans les locaux désaffectés de l'American Film Institute, qui finira par se retirer financièrement du projet. Le réalisateur le financera alors personnellement. Eraserhead amorce un thème qui lui sera cher tout au long de sa carrière, l'être humain prisonnier de sa condition, dont il ne peut s'évader que par la mort. En montrant qu'il ne se soucie aucunement de l'intelligibilité de ses intrigues et cherche plutôt à dérouter le spectateur, Lynch va, à l'instar de nombreux jeunes réalisateurs, ouvrir la voie du cinéma indépendant américain. Dans les années 1980, on voit naître des festivals consacrés aux films indépendants, comme celui organisé par le Film Independent qui délivre les Film Independent Spirit Awards. Ces récompenses sont décernées aux films indépendants américains depuis 1986 en Californie. En plus des traditionnels prix du meilleur film, réalisateur, acteur, scénario, il y a le John Cassavetes Awards ainsi que le Robert Altman Award. Mais le plus célèbre festival du film indépendant reste celui de Sundance, fondé en 1985 par Robert Redford. Les réalisateurs primés apportent un souffle d'originalité innovant et prennent des risques. Petit à petit, ces réalisateurs qui auront succombé aux sirènes de l'indépendance et auront refusé le style, les codes et l'économie hollywoodienne, vont développer une esthétique et un langage cinématographique propre à chacun. Ils ne vont plus se contenter de transgresser les codes classiques, mais vont tenter d'élever les spectateurs à un nouveau niveau d'exigence. Ils vont intellectualiser la forme, refuser le cinéma de la sensation et de la rapidité des plans. Cela va donner naissance à des films qui se veulent avant tout artistiques. Les thèmes et caractéristiques de ces films définissent avant tout une société en constante mutation. Là où les vestiges du code Hays ont laissé aux films hollywoodiens un besoin de bienséance pour toucher un large public, les films indépendants ont eu tout à gagner en provoquant la sensibilité de leurs spectateurs. Il faut sortir le spectateur de son terrain de confort en suscitant les émotions qu'il a tendance à garder pour lui. Car c'est là la véritable force du cinéma indépendant américain, mettre à jour ce qui est refoulé en société. C'est donc avant tout avec une plus grande liberté sur les émotions les plus primaires que ce cinéma se démarquera des grosses productions hollywoodiennes. Le thème de la sexualité, longtemps marginalisé, y est souvent abordé et de façon beaucoup plus libre qu'auparavant. Dans Blue Velvet de David Lynch, les scènes fétichistes montrent la sexualité sous un nouveau jour et dévoilent des penchants jusqu'alors tabous. Tu es méchant. Pourquoi? Tu veux faire des méchancetés? T'as envie? Très envie. On peut aussi parler de la célèbre scène BDSM dans le film de Tarantino Pulp Fiction, où cette fois-ci l'idée très imprévisible du viol du grand patron de la pègre locale Marcellus Wallace met en évidence le détachement des schémas d'évolution classiques des personnages des films hollywoodiens. Très caché de l'Amérique puritaine, le thème de l'homosexualité est également traité, notamment dans le film My Own Private Idaho de Gus Van Sant, où le schéma du film romantique, très pris à Hollywood, est cette fois-ci inversé pour laisser place à une idylle impossible. Ce film met en évidence l'expression de l'interdit, prisé par les cinéastes indépendants. You want to be my friend? Yeah. My name is Hans. Le libre parler est également un élément crucial des films indépendants. Il traduit le contexte d'une époque et supplante les intrigues et décors à caractère spectaculaire des films des grands studios. Car c'est dans le quotidien et souvent la banalité que les cinéastes indépendants trouvent leur inspiration et souffleront à leurs spectateurs des situations qu'eux-mêmes connaissent et ont parfois vécues. Chez Tarantino, les discours trash sont légitimés par des personnages dits badass. Le protagoniste autour duquel se tisse l'histoire est un électron libre au sein d'une société rigide, qu'il va bien entendu perturber et réinventer. I paid for your goddamn breakfast. All right, since you pay for the breakfast, I'll put in, but normally I would never do this. Never mind what you normally would do. Who's coughing your goddamn... Dans Dumb and Dumber de 1994, la comédie est plus libre, les dialogues et actions plus osés. Cette fois-ci, l'humour est sans concession, avec des personnages totalement décalés. Le film met en scène des inadaptés sociaux que l'on prend au début en moquerie,
puis en pitié, mais finalement c'est la tendresse qui s'installe, puisque ces deux énergumènes nous apparaissent plus humains que ceux qu'ils croiseront dans leur voyage à travers les États-Unis. Le cinéma indépendant américain cherche aussi à toucher un nouveau public. C'est notamment le cas du film Tortue Ninja en 1990. Si avant les films indépendants étaient plutôt destinés à une élite, ce film s'adresse à un public plus jeune. Et c'est surtout avec cette adaptation de bande dessinée que le cinéma indépendant se différencie de la plupart des productions hollywoodiennes de l'époque, en allant puiser son inspiration dans cette culture populaire du magazine pour jeunes, au lieu de grands classiques littéraires ou théâtrales. Montrer les victimes d'un système est aussi un objectif que se fixe le cinéma indépendant américain. Dans Down by Law, en 1986, Jim Jarmusch cherche à montrer les victimes de la justice et d'un système les rejetant. C'est un cinéma porté sur une minorité marginalisée et sous-représentée sur le grand écran. L'accent est mis sur les victimes de la justice. La police ici tend un piège à Jack pour prostitution d'enfants. On tend également un piège à Zach de la même manière. Cette scène témoigne d'une certaine débauche de la société, avec l'alcoolémie avancée du personnage en pleine rue. Une partie pauvre de la société est représentée loin de l'idéal américain. Dans Sexe, mensonges et vidéos en 1989, les conventions sont renversées. La famille américaine traditionnelle est pointée du doigt dans toute son hypocrisie et l'American Way of Life est démembré point par point. Une femme au foyer et un homme sexuellement impuissant noueront une intimité au détriment du mari, cadre supérieur et ayant jusqu'ici réussi sa vie. Dans cette œuvre de Soderbergh, primée par une palme d'or à Cannes, c'est une tentative honnête et non édulcorée de l'amour qui est mise en scène. La complaisance dans les défauts de l'autre et non plus dans ses qualités. C'est aussi une crise du sexe chez l'homme qui est ici décriée. En effet, le personnage est impuissant et retrouve le chemin du désir avec celle qui n'est considérée qu'en tant qu'objet de sexualité aux yeux de son mari. Dans le cinéma indépendant, la violence est légitimée pour condamner une époque hostile. On se souvient de la violente scène du trottoir dans American History X en 1998, frappant les esprits à tout jamais quant aux violences raciales existantes aux États-Unis et trop peu souvent médiatisées. Les scènes de grande violence se multiplient dans le film Henry, portrait d'un tueur en série en 1986, avec la scène du meurtre de la famille filmée par le personnage principal. De l'ultra-violence sans concession, qui a inspiré aussi Pulp Fiction, qui, rappelons-le, est un hommage au magazine populaire vendu $1 en bureau de tabac, et narrant les faits divers les plus sordides et les plus grotesques. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, the fuck's happening? Oh, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les festivals de films indépendants ayant pris de l'ampleur, Hollywood se rend compte de la réelle puissance de ce nouveau rival. Et après avoir abandonné les films indépendants une quinzaine d'années plus tôt, le système hollywoodien tente alors de reprendre la main sur ce cinéma en plein essor. Ainsi, de nombreux mini-studios indépendants ont été rachetés par des majors américaines, comme ce fut le cas de Miramax, racheté par Disney en 1993. D'autres ont vu le jour grâce au financement direct d'une major. Les deux filières spécialisées les plus reconnues, Focus Features et Fox Searchlight, sont rattachées respectivement à Universal et à la Fox. Ces filières spécialisées ont généralement un degré d'autonomie suffisant pour décider de produire ou de distribuer des films sans l'accord du studio auquel elles appartiennent. C'est la bonne nouvelle. Mais l'avantage pour les studios n'est pas négligeable. Ces filières partagent notamment avec les studios les succès financiers occasionnels de leurs films. Par exemple, Pulp Fiction en 1994 remboursera largement l'argent sorti par Disney pour acheter Miramax. Ces mini-studios indépendants peuvent également espérer découvrir de nouveaux talents à réemployer dans des films à plus grand budget. Par exemple, Jake Gyllenhaal révélé au grand public dans Donnie Darko, John Turturro, acteur préférant le cinéma indépendant, il sera révélé par les frères Coen et fera l'affiche de films hollywoodiens. Edward Norton, primé avec American History X, alternera film hollywoodien et indépendant. Mais que signifie alors cinéma indépendant américain ? Greg Merritt propose dans son ouvrage Celluloid Mavericks, A History of American Independent Films, deux définitions du cinéma indépendant. Selon lui, tout film financé et produit de manière complètement autonome, indépendamment de tout studio, peu importe leur taille, peut être considéré comme un film indépendant. Mais il y associe également l'idée communément admise selon laquelle l'indépendance est caractérisée non pas par un mode de financement mais par un esprit, qui offre une vision alternative. L'indépendance ou l'autonomie des films se définirait ainsi selon trois critères.
Tout d'abord, leur place dans le secteur industriel, s'ils appartiennent ou non à un studio d'Hollywood. Deuxièmement, leur choix esthétique et formel, en rupture ou non avec les mêmes conventions hollywoodiennes. Et troisièmement, leur position vis-à-vis d'une idéologie politique, sociale, culturelle. Dès 1997, le New York Times consacrait déjà un numéro spécial à l'essor du secteur indépendant, sous le titre de Two Hollywoods. Les spectateurs ont maintenant le choix entre les produits de deux marchés du film distincts, chacun avec sa propre sensibilité, son modèle économique, sa galerie de personnages et d'acteurs, son mode de vie. L'un est dédié au marché des blockbusters, au budget se chiffrant à plusieurs millions de dollars et aux stars multi-récompensées, alors que le second défend les notions de liberté artistique, le style guérilla et les idées risquées. Beaucoup de films indépendants optent pour une logique a priori anti-esthétisme, de salissement de l'image, voire d'amateurisme avoué, à l'image du projet Blair Witch, sorti en 1999, tourné par 3 étudiants en cinéma partis en reportage. Cet amateurisme de l'image, allant à l'encontre des canons hollywoodiens d'une belle image, produit une immersion de réalisme, de vérité low budget. C'est quoi l'histoire de la Bible qu'elle a racontée? Le found footage, véritable genre cinématographique, est popularisé par le succès de ce film. Le film semble être un enregistrement vidéo authentique. D'ailleurs ici, on fait croire aux spectateurs que l'on a retrouvé les bandes d'enregistrement après la disparition des protagonistes. On retrouve les 2 caméras amateurs, dont l'une filme en noir et blanc et sans son. Puis on joue sur le son et l'image. On perçoit les images d'une caméra, mais on entend le son de l'autre. Cela accroît le suspense et nous plonge dans l'incompréhension dans un premier temps. Oui, ça fait partie de Burkittsville. J'étais allongée sur un tas de feuilles. Motiver un choix esthétique par un budget serré permet de défendre l'idée d'artisanat et de création indépendante, suggère le co-réalisateur du projet Blair Witch, Eduardo Sanchez. Ce rapport plus direct, plus intime à la réalité, dont fait preuve le projet Blair Witch, sera recyclé par Hollywood, notamment dans Cloverfield en 2008 et Paranormal Activity en 2009. Donnie Darko, sorti en 2001, est ce que l'on peut appeler une bizarrerie. Un film au caractère bel et bien indépendant. Film intrigant, ambiance particulière. Ce film ne cherche pas à séduire, mais vous pousse à vous poser des questions. Si vous dépassez l'effroi du début, certes très spécial. Just place an X on the lifeline in the appropriate place. Inside Job, réalisé par Nicholas Winding-Refn en 2003, est un film très marqué par la culture américaine. Toutefois, il a une indépendance financière et esthétique. On peut souligner le peu de soucis pour l'intelligibilité du scénario. Film en marche pourtant emblématique du cinéma moderne, voire de la surmodernité. Toutefois, la présence grandissante d'Hollywood dans le cinéma indépendant formate ses caractéristiques. Ainsi, le réalisateur indépendant Jim Jarmusch déclare volontiers en 2005 à un journaliste du Guardian, en parlant du cinéma indépendant. On ne parle que des indépendants, j'en ai marre de ce mot. J'ai envie de prendre mon revolver à chaque fois que je l'entends. Ces mots sont devenus des labels qui sont collés sur des produits pour les vendre. Tous ceux qui font des films, qui ne sont pas définis par des concepts marketing ou des entreprises commerciales, sont des indépendants. Mes films sont faits à la main, ils ne sont pas polis, ils sortent en quelque sorte de mon garage. C'est comme si j'étais un artisan en quelque sorte. Ainsi, Brokeback Mountain, réalisé en 2005, Little Miss Sunshine, réalisé en 2006, ou encore Juno, réalisé en 2007, sont des films indépendants au traitement largement hollywoodien. Dans Little Miss Sunshine, ce qui honore l'esprit indépendant, c'est le fait de ne pas glorifier la famille typique américaine alors que la petite fille est présente. Dans ce film, on se moque d'une classe sociale américaine en constante obsession de la réussite à n'importe quel prix. Enfin, on peut souligner la grossièreté des concours de beauté pour des jeunes filles, véritables bêtes de concours dans des corps de gamines. En dehors de ça, le film n'est pas vraiment un pur indépendant. Dans Juno, ce qui est vraiment caractéristique du cinéma indépendant, c'est le thème et sa façon dont il est traité. Verdict, c'est moins ou plus? J'en sais rien, il est pas encore assez mariné. Avec un unique rôle tenu par Ellen Page, ce film montre une grossesse à 16 ans, vécue comme une simple question de la vie de l'adolescente. Attitude et musique cool où tout semble facile, ce film dérange un peu tant le thème est traité avec désinvolture. Autrement, il n'a rien d'un indépendant. Alors allons-y, cette feuillette à remplir recto verso, sans oublier les détails gênants. Ne mettez rien sur vos affections ni sur vos infections. Ok. Je vous offre une capote gratuite? Goût fruit de la passion. Non, merci, je préfère arrêter un peu là. Dans une atmosphère totalement différente et explosive, Des Mineurs, sorti en 2008, est au plus près de l'esprit indépendant. Très réaliste, flop au box-office, scène tournée caméra à l'épaule, un thème dur traité sans concession. T'as environ 45 secondes, casse-toi! Couvert, tout le monde à couvert! Merde, je peux pas, il y en a trop. Je peux pas, il y a trop de cadenas. Je peux pas tous les enlever. Je suis désolé, ok? Non, je suis désolé! Tout le monde à terre!
Lorsque j'ai découvert que ces hommes se portent volontaires pour ce type de mission extrêmement dangereuse et qu'ils y prennent tellement goût qu'ils ne pourraient pas concevoir de faire autre chose, j'ai compris que je tenais là le sujet de mon nouveau film, déclare Catherine Bigelow, la réalisatrice. Catherine Bigelow sera la première femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisatrice. L'une des clés pour assurer le succès d'un film indépendant, c'est les acteurs bankable. Black Swan, sorti en 2010, rassemble des stars comme Natalie Portman, Mila Kunis et Vincent Cassel, autour d'un drame troublant et performant réalisé par Darren Aronofsky, qui montrera avec obsession et perfection une véritable descente aux enfers. Dans Happiness Therapy, réalisé par David O. Russell et sorti en 2012, on retrouve aussi des têtes d'affiche comme Bradley Cooper, connu pour Very Bad Trip par exemple, ou Jennifer Lawrence, connue pour Hunger Games. Film oscarisé, largement récompensé notamment par les Spirit Awards, à budget seulement de $20 millions, certaines scènes peuvent choquer un public hollywoodien classique. Happiness Therapy est toutefois représentatif de la plupart des films indépendants récents. Il semble quelque peu formaté et plus conforme à ce qui peut se faire dans un studio hollywoodien. Alors que les Big Six investissent dans les films indépendants à travers leurs filiales, les budgets augmentent et dans le cas de Cloud Atlas, ils dépassent les $100 millions. On notera que ce film reste indépendant sur les idées, à l'inverse de l'impressionnant travail sur les effets spéciaux aux dimensions pharaoniques qui ne sont pas sans rappeler l'industrie hollywoodienne. The Grand Budapest Hotel, sorti en 2014, est un mélange de poésie et de surréalisme, d'humour décalé et de plans fixes, de lent travelling ou de panoramique, de non-respect des codes classiques comme la règle des 180 degrés, ou de mélange des formats. Le tout plongé dans des intrigues qui jouent la chronique plus que la densité dramatique et qui permettent à Wes Anderson de créer son petit cinéma. Le réalisateur a un goût assumé pour l'exagération. Il avouera d'ailleurs « Quand je réalise un film, je ne cherche pas à faire le tri. Je privilégie la caricature, l'exagération, ce que j'adore chez les frères Coen ou chez Almodovar. » Par son originalité, ce film est bel et bien représentatif du cinéma indépendant américain. Victime de son succès, le secteur indépendant s'est constitué ainsi comme un nouveau secteur industrialisé, institutionnalisé. Un succès qui fait ressembler de plus en plus les films indépendants à un microcosme digne d'un business de studio, comme l'écrit James Schamus. En s'organisant comme un studio hollywoodien avec son star system, sa machine marketing et sa niche spectatorielle, le secteur indépendant ne peut plus être considéré comme alternatif, à la marge d'Hollywood, mais plutôt comme un secteur central dans l'offre américaine. Dépossédé de ce qui le caractérisait en premier lieu, le cinéma indépendant américain entretient des rapports de plus en plus complexes avec Hollywood. Les discours de l'authenticité, de la sincérité et de l'intégrité artistique sont aujourd'hui tenus aussi bien par des réalisateurs fidèles au secteur indépendant que par ceux qui ont intégré Hollywood. Plus qu'une catégorie industrielle et économique, le cinéma indépendant américain apparaît donc aujourd'hui comme une idée productive et compétitive. La tentation a toujours été très forte d'opposer Hollywood et le cinéma indépendant. Veillons cependant à ne pas nous montrer trop manichéens. Dans 5 minutes, tu ne vas pas croire un traître mot de ce que je t'aurais raconté. Dans les années 1950, lorsque John Cassavetes réalisait Shadows, le mot indépendant avait une réelle signification. Il correspondait à une farouche revendication d'artiste. Mais n'oublions pas qu'au même moment, d'autres réalisateurs avaient choisi de mener ce combat au sein des studios. Des cinéastes comme Orson Welles, Nicholas Ray ou Sam Peckinpah luttèrent violemment pour conserver leur liberté artistique. Il s'agit néanmoins de cas isolés. Force est de constater que le cinéma indépendant ne détient pas le monopole de l'invention et de la créativité. Des grands auteurs américains comme Billy Wilder, Black Edwards, Stanley Kubrick ont réalisé toute leur carrière dans l'industrie. De même, le cinéma indépendant ne produit pas que des films d'auteurs. Mais disons que c'est en son sein que se développent les projets les plus originaux et les plus dérangeants. On peut dire qu'il est en quelque sorte la conscience du cinéma américain. C'est pour cela qu'il n'est jamais aussi fort que lorsqu'Hollywood oublie un peu trop l'artistique et le monde qui l'entoure. En 2015, le cinéma indépendant est resté très diversifié. C'est sa force face à un Hollywood sclérosé par la politique des franchises. Mais peut-il naviguer dans les eaux des nouveaux modèles économiques sans couler ? Réussira-t-il à perpétuer la tradition d'un cinéma conçu comme un art et pas juste comme un divertissement ? Continuera-t-il à offrir des histoires originales ? Sans doute, même si l'époque s'assombrit. Le cinéma indépendant n'a finalement jamais cessé de renaître de ses cendres parce qu'il est affaire d'hommes et de femmes, et non de comptables. C'est la bonne nouvelle.